Cette semaine à l'école, épisode 11 du 12 novembre 2025. Bonjour tout le monde, Carlo Coccaro avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est la deuxième partie de l'année scolaire qui commence, hein? Deuxième étape, puis en même temps, première neige. En même temps, il y a moins de soleil dehors, on a reculé l'heure. Des fois, il y a comme un climat de fatigue là, qui s'installe déjà à ce temps-ci de l'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, prenez soin de votre personnel scolaire aussi. C'est important, ça peut vite continuer à se dégrader si on ne reconnaît pas que cette période-là de l'année est propice à une certaine fatigue, même une certaine déprime. Cette semaine, un épisode spécial, c'est la deuxième partie de notre thème sur la réussite scolaire des garçons avec Égide Royer. On vous a préparé un top 10 des solutions concrètes à mettre en place dans le système scolaire dès maintenant pour favoriser la réussite des garçons. Et juste avant, on a notre traditionnelle revue de l'actualité. Et allons-y maintenant. Je serai seul à la revue de l'actualité cette semaine, étant donné que le segment avec Égide a été tourné la semaine dernière. Une nouvelle qui a retenu mon attention cette semaine pour un paquet de mauvaises raisons a été soulevée dans la presse et dans d'autres médias aussi. C'est deux cas où des employés dans le réseau de la santé ont été congédiés pour avoir osé émettre des doutes, des craintes ou des critiques sur ce qui se passait à l'interne de l'organisation. Dans un des cas, c'est une employée qui soulevait des enjeux de maltraitance envers des aînés dans un CHSLD. À qui elle a mentionné ça? À son supérieur immédiat. Et l'employeur, citant un manque de loyauté, a congédié l'employé. 3 ans plus tard, parce que l'employé s'est battu, finalement, le CIUS a reconnu ses torts. Il y a deux cas comme ça, un avec Santé Québec et un avec un CIUS. Ça me titille énormément parce qu'évidemment, ça n'a pas de sens quand un employé ose dire hey, je pense qu'il se passe des choses pas correctes envers la clientèle qu'on est supposé protéger. L'employeur devrait écouter, poser des questions, enquêter, puis après ça, décider. Quand la critique est faite de bonne foi, quand le commentaire est fait de bonne foi, il faut le prendre puis il faut tenter de régler les problèmes plutôt que d'essayer de museler les employés qui osent faire ça. Évidemment, c'est problématique. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est qu'en éducation, j'ai peur que ça se produise aussi. Pourquoi? Vous savez, on est dans un élan de centralisation en éducation. On est passé des commissions scolaires au centre de services scolaires. On est passé de commissaires élus représentant la population à pas de commissaires du tout et à des directeurs généraux encadrés par un CA, mais nommés directement, pas par le CA, par le ministre ou la ministre de l'Éducation. Donc, on est vraiment dans un esprit de centralisation des décisions. Il y a un nouveau code d'éthique aussi imposé aux enseignants qui, entre autres, demande une loyauté envers l'employeur, pendant et même après l'emploi. C'est problématique parce que la plus grande loyauté que les enseignants, que le personnel devrait avoir, c'est envers les élèves, pas envers l'employeur. Si une enseignante, par exemple, dénonce, par exemple, un collègue ou un adulte dans une école qui fait des trucs inacceptables envers les élèves, l'employeur doit écouter. Il ne doit pas dire non, non, tu nuis à la qualité de travail, tu nuis à la loyauté que tu devrais avoir envers ton employeur. Devrait enquêter, poser des questions, puis tenter de régler le problème quand il y en a un. Et j'ai l'impression que les deux réseaux sont en parallèle par rapport à ça. Et je ne serais pas surpris que les enseignants, à cause du nouveau code d'éthique, aient peur. Aient peur de représailles, de dénoncer ce qui doit être dénoncé. Donc, j'espère de tout cœur que ce ne sera pas le cas. Puis, en plus de ça, notez que dans les CIUS, les travailleurs sociaux, entre autres, ont un ordre professionnel qui est là pour protéger le public et qui encadre la profession. Donc, l'employé a agi en lien direct avec les directives de son ordre professionnel qui est de dénoncer ce qui doit être dénoncé. Puis malgré tout, elle a été congédiée. Qui protège les enseignants qui n'ont pas d'ordre professionnel? Qui protège les orthopédagogues qui n'ont pas d'ordre professionnel? Personne. L'ordre professionnel est là pour protéger le public. Mais si le milieu scolaire s'organisait un peu mieux avec des ordres professionnels, il y aurait aussi une protection supplémentaire qui serait offerte aux travailleurs pour dénoncer ce qui doit être dénoncé. Et là, c'est gagnant-gagnant parce qu'on protège le public, donc les enfants, et en même temps, on protège les employés qui dénoncent. Et l'étoile de la semaine cette semaine, qui aurait pu aussi être une nouvelle de l'actualité, mais je le mets en étoile de la semaine parce que c'est extraordinaire ce qui a été réalisé. Vous savez, on l'a abordé dans l'entrevue avec Pierre Lavoie, ministre d'un jour, le coût de construction des écoles qui a explosé. Même dans quelques épisodes précédents, on en a parlé, là, près d'un demi-milliard pour une nouvelle polyvalente à Prévost, des 200-300 millions pour d'autres polyvalentes à gauche et à droite. Les coûts ont explosé, puis le Québec peut pas, aucune nation en fait peut se permettre de dépenser autant d'argent pour des bâtiments. Mais là, à Saint-Nicolas, au centre de service scolaire des navigateurs, l'école Clair-Soleil a été reconstruite en moins d'1 an. En fait, à la dernière minute l'an dernier, l'école Clair-Soleil, le vieux bâtiment a dû être condamné
pour des enjeux structuraux importants. Et là, tout le monde s'est concerté et en 6 mois, ils ont construit et installé, je répète, construit et installé une nouvelle école basée sur des blocs modulaires, donc construits en usine, installés en 1 semaine sur le lieu de la nouvelle école. C'est 20 classes modulaires, 360 élèves, 2 mini-gymnases, un coût de 18 millions de dollars. Dans les nouvelles constructions d'écoles, le coût par classe est de 3, 4, 5 millions de dollars par classe. Ici, on a 20 classes modulaires pour 18 millions. Construction et installation en 6 mois, durée de vie estimée de 50 ans. Je vois là une solution très, très, très moderne, très flexible et très économique à tous les enjeux de bâtiment. Pas à tous les enjeux, peut-être que ça ne s'applique pas partout, mais à une grande majorité des enjeux qu'on a avec nos écoles qui doivent être reconstruites ou rénovées ou même bâties de nouveau à cause de l'évolution démographique un peu partout au Québec. On ne peut pas se permettre de construire des écoles à 225 millions de dollars ou à 400 millions de dollars. Une école, 360 élèves, 18 millions, ça fait beaucoup plus de sens. Ça n'a pas pris 8 ans, là. Ça a pris 6 mois. Il reste le revêtement extérieur à faire, mais c'est pas grave. Les élèves ont leur école, ont leur bâtiment avec une bonne durée de vie. Moi, je dis bravo, ils ont mon étoile de la semaine cette semaine. Alors, sans plus attendre, allons retrouver Gide avec le top 10 des solutions éducatives pour la réussite des garçons. Et Gide Royer, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, toi, Carlo, comment ça va? Ça va très bien. Je suis content de te retrouver pour ce deuxième partie d'épisode où on parle de la réussite des garçons, qui est un sujet qui me tient à cœur. Papa de 3 garçons, donc ça me tient à cœur, mais ça me tient à cœur parce que quand on en a parlé il y a 2-3 semaines, on a vu à quel point c'est un fléau au Québec, à quel point on n'est pas en mesure de faire en sorte que nos jeunes garçons réussissent à tout le moins aussi bien que les filles. Peux-tu nous rappeler la statistique? On se retrouve dans des situations où environ 14 points de pourcentage d'écart au niveau de la diplomation. Et au niveau de après 5 ans, bien, au niveau de la sortie sans diplôme, là, c'est dans l'ordre d'environ 8-9 points de pourcentage. En clair, c'est beaucoup trop grand au Québec en termes d'écart comparativement aux autres provinces. Oui, puis l'écart, ah oui, c'est ça. Puis la phrase qui m'a marqué, c'est on est pratiquement les cancres au Canada par rapport à la réussite des garçons et l'écart gars-filles, là. Oui, il y a encore un texte qui est sorti récemment. D'ailleurs, j'avais contribué d'une certaine manière en consultation avec les gens qui travaillent en alphabétisation. Non, il faut vraiment rétrécir l'écart gars-filles. Il y a quelque chose là, qui ne fonctionne pas. OK. Et il y avait 4 causes qu'on avait établies. Je vais les résumer rapidement, là, juste pour les gens qui s'en souviennent pas ou qui n'ont pas eu la chance d'écouter l'épisode. Donc, évidemment, la cause numéro 1, c'est la lecture. Donc, les capacités de lecture des jeunes garçons qui est inférieure et donc qui est un des très, très bons prédicteurs de la réussite scolaire. La lecture n'est pas à la hauteur chez les garçons. On a un système aussi qui a tendance à valoriser le calme plutôt que bouger, découvrir, explorer. Puis souvent, c'est associé à des comportements perturbateurs, mais c'est des comportements un petit peu plus masculins. Donc, ça aussi, ça joue contre les garçons. On avait parlé, euh, on avait parlé des modèles masculins qui sont manquants aussi dans les écoles et parfois même à la maison, et du discours à la maison et de comment on élève peut-être nos petits gars quand ils arrivent à l'école. Est-ce qu'on valorise les comportements un peu plus attendus à l'école versus comme on le fait avec nos petites filles? Donc, ça, c'était les causes attendues. Mais j'avais hâte à l'épisode d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est en mode solution. On arrive avec au moins 10 solutions concrètes que les écoles peuvent appliquer plutôt rapidement pour changer le monde, pour changer le monde des garçons puis favoriser leur réussite. Fait que, allons-y. Écoute, moi, j'ai une liste, puis je te lance avec un premier élément, puis tu me dis ce que tu en penses. Alors, du mentorat masculin actif. Donc, mettre en place un programme parrain, mentor avec un adulte masculin, un enseignant, un entrepreneur, quelqu'un de la communauté, un parent de l'école qui va rencontrer régulièrement les garçons pour parler d'apprentissage et de réussite. Les hommes ont une contribution originale à apporter à la réussite scolaire des garçons et des filles, mais entre autres des garçons. Et dans cette perspective-là, autant on argumente que les modèles féminins sont importants par rapport à des secteurs comme le développement économique ou autre. On va Ouais. encourager des femmes à aller en affaires, on propose des modèles féminins. Et là, il y a une certaine hésitation présentement à proposer des modèles masculins, alors qu'objectivement, les petits gars, surtout dans les petits gars qui vivent dans un milieu monoparental, l'idée d'avoir des modèles masculins, entre autres, de réussite, c'est évident que ça joue un rôle. On pourrait avoir une pile de recherches là, pour argumenter cet aspect-là. Est-ce que l'argument derrière, c'est que
Oui, un jeune garçon qui va entendre, par exemple, une femme avocate qui réussit puis qui a fait qui a un cheminement de carrière X. Oui, ça peut lui parler, mais pas autant que si c'est un homme qui a le même cheminement de carrière. Est-ce que l'impact est vraiment si grand? Bon, il y a un impact. Ce que je veux dire, c'est que, regardez, regarde, moi, écoute, je vais te parler comme psychologue, que je suis Ouais. d'ailleurs. Quand l'importance du modeling ou de l'influence d'un modèle, plus le modèle te ressemble, a des similitudes avec toi, plus il va avoir un impact, là. Donc, dans ce cadre-là, c'est difficile à quantifier, mais il y a une valeur ajoutée comme telle Ouais. d'avoir des gars ou d'avoir des hommes qui servent de modèle. Regarde, on se retrouve dans la situation, si j'ai des jeunes de deuxième année de cégep qui jouent un rôle de tuteur avec des gars de première, deuxième, secondaire, c'est Ouais. sûr qu'une fille de cégep va avoir son rôle, mais d'avoir un grand gars de 19 ans qui fait partie de l'équipe de basket au cégep et qui dit, regarde, dans quelques années, là, si tu veux, tu peux aller au cégep toi aussi, puis qui en plus lui donne une forme de soutien, c'est sûr que le velcro va prendre plus solidement. Ça me fait penser à mon garçon, à mon plus jeune garçon qui fait un sport X, puis un coach dans ce sport-là qui voit une fois par 2 semaines à peu près. Mais il parle de ce coach-là avec des étoiles dans les yeux. C'est un jeune homme là, de, je sais pas, 18, 20 ans, 22 ans. Et c'est vrai qu'il y a une connexion très, très forte qui s'est créée, puis cet homme-là devient un modèle pour mon garçon dans ce sport-là. Donc, oui, ça peut avoir un impact qu'on sous-estime probablement. Et en termes de solution, il y a déjà au moins deux éléments, on en parlera tout à l'heure, mais imagine qu'on passe une règle là, où on souhaite que tous les conseils d'établissement, enseignement, comité d'école, tous les conseils d'établissement soient paritaires, moitié homme, moitié femme. Imagine qu'on suggère d'avoir des comités de papa dans les écoles Ouais. primaires et secondaires sans. Tu n'auras même pas besoin d'écrire de mémoire. Naturellement, tu vas avoir une école qui va se rapprocher des intérêts des garçons parce qu'eux-mêmes ont été des gars qui ont été à l'école Euh, primaire, qui sont en mesure. Donc, il y a des situations ou des types de solutions qui n'impliquent pas de faire des grandes recherches, mais Ben, qui vont dans le sens des modèles que tu mentionnais. pour mettre en place cette solution-là, tu sais, on s'entend, ça prend pas d'argent, là, ça prend juste une personne qui crée un comité. Puis justement, ça pourrait être un papa déjà impliqué sur le conseil d'établissement ou un enseignant ou une enseignante même qui dit OK, oui, je vais prendre ça en main, je vais aller trouver deux, trois papas de l'école ou de la communauté, puis je les fais venir deux, trois fois à l'école durant l'année pour parler de leur expérience de vie, etc. C'est à peu de frais, peu de temps, et l'impact, comme je dis, on le sous-estime, pourrait être très grand pour certains enfants. Certaines régions du Québec ont des ententes avec les employeurs qui libèrent, entre autres, c'est dans le cadre d'un comité de papa, là, qui libèrent les employés une heure et demie. Et moi, je travaille comme soudeur dans tel type d'entreprise et je m'en vais à l'école comme tel rencontrer mon monde, garçons et filles. Ah, c'est beau Et là, ça. on se retrouve dans une situation où il y a une présence masculine ou de modèle qui est beaucoup plus grande. Parfait. Le message de tout ce qu'on va dire aujourd'hui, Carlo, là, c'est que si pour réussir à l'école, il faut que nos gars adoptent nécessairement le comportement, les attitudes, les intérêts, les manières de faire des filles, on va échapper un certain nombre de gars. C'est très clair. C'est d'une évidence. Parfait. Deuxième solution, l'aménagement de classes favorables au mouvement et à la manipulation. Donc, on le sait au Québec, il y a de plus en plus de classes qui ne sont pas une rangée de pupitres. On le voit de moins en moins, mais Mhm, il y en a mhm. encore beaucoup comme ça. Il y a des classes flexibles qui sont un peu dans la même veine de ce que je mentionne. Donc, c'est des tables, des fois des fauteuils, des poufs, la possibilité pour les élèves de travailler dans différents espaces, différents environnements qui leur permettent de bouger dans la classe. Euh, on revient à cette notion-là de les garçons ont un besoin un peu plus bouger, de manipuler. Cette solution-là, est-ce que tu penses qu'elle est réaliste à court terme dans une majorité de milieux? On va toucher à la question de la formation des enseignants, mais il y a au moins une réalité certaine, c'est que prends 1000 gars de première année, puis 1000 filles de première année. Dans mes gars de première année, le nombre de gars qui auront besoin de bouger là, dans une classe de première année va être important, plus important que chez les filles. Mais je vais avoir des filles aussi Ben qui vont oui, avoir c'est besoin de ça. bouger, qui vont s'adapter. Donc, on parle toujours de grand nombre, mais comme moi, dans ma formation comme futur enseignant, je suis conscient que développemental parlant, je vais avoir des différences gars-filles que Mm. je vais remarquer de temps à autre et que je vais avoir des interventions qui vont requérir de faire du bien à beaucoup de jeunes qui ne fonctionneraient pas dans un contexte là, je dirais pas visser une chaise, mais dans un contexte plutôt immobile là, en termes Ouais. d'apprentissage où je reçois. Là. Puis c'est une mesure aussi, réalistement, qui peut nécessiter un budget. Donc, on parle d'aménagement. Donc, acheter un bureau, ça peut coûter une fortune. Donc, imaginez une classe, là. Donc, c'est sûr que ça peut nécessiter un budget, mais tu as raison, hein. Quand l'enseignant ou l'enseignante est en mode
contrôle du mouvement des enfants. Donc, dire obliger les enfants à être assis à un endroit pendant 50 minutes, 60 minutes, ça ne peut pas fonctionner. Tu pourras avoir des tables partout, puis des fauteuils, puis des pupitres, ça ne marchera pas plus parce que tu es en mode contrôle. Donc, ça prend de la formation, puis cette ouverture, je ne sais pas si c'est une ouverture d'esprit, un mélange d'ouverture d'esprit et de compétences pour dire oui, oui, je laisse les enfants aller, je recadre ce qui doit être recadré, euh, mais je ne suis pas en contrôle des élèves. Je ne suis pas Ouais, dans le contrôle écoute, des élèves. la variable enseignante est plus importante que la variable ameublement là-dessus, même par rapport au lab Je vois. école, des choses comme ça. Dépendamment de l'organisation, c'est la qualité de l'enseignement, de la manière de s'y prendre, qui est la variable la plus importante. OK. Je vais te laisser la troisième, là, au niveau de la lecture, la promotion de la lecture pour le plaisir avec des livres pour les garçons. Explique-nous ça. Cet écart-là, en termes de lecture, on le voit au primaire, secondaire, collégial, et les jeunes ont besoin, entre autres, les gars comme grand nombre, ont besoin de se retrouver par rapport à des thèmes, des contextes de lecture qui les rejoignent. L'autre élément, c'est que développementalement parlant, je me dois en première, deuxième année de suivre au radar mes garçons parce que développementalement parlant, ils sont moins prêts à apprendre à lire comme groupe que les filles. Et dans ce contexte-là, si on intervient comme il faut, on a des interventions en maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, et on les suit au radar au niveau de la première, deuxième année, puis on applique ce qu'on connaît comme pratique exemplaire en enseignement de la lecture. Normalement, en troisième année, je ne suis pas censé avoir d'écart. Un bel exemple, j'ai un centre de service scolaire qui était intervenu en appliquant les pratiques exemplaires en lecture qui tiennent compte, entre autres, des intérêts, des goûts des gars. Et on Ouais. s'est retrouvés il y a quelques années, on a fait de l'évaluation en lecture fin de sixième année. 90 de mes gars et un petit peu plus de mes filles étaient à niveau en termes de compréhension de lecture de sixième année. Donc, c'est C'est quelque fou. chose de faisable qui ne coûte rien de plus cher, mais qui est davantage au niveau de l'application des pratiques exemplaires Ouais. et de coller l'idée que entre Julie et Pierre ne s'entendaient plus parce qu'il y avait une perte d'amitié, blablabla, et entre de lire carrément les cartes de hockey ou lire le livre de record sur qui a mangé le plus de hot dog, c'est de la lecture quand même. C'est Ouais. l'idée de rejoindre les intérêts des lecteurs aussi. Donc, pratique exemplaire, des fois, il faut former son monde, puis il faut les libérer, puis les accompagner. L'autre élément à ça, c'est le choix, la disponibilité et le choix d'ouvrages littéraires variés qui plaisent aux garçons. Là, encore là, il y en a des parents dans la communauté éducative de l'école, il y en a des enseignants, des enseignantes. La bibliothèque, c'est sa job dans la vie aux bibliothécaires. C'est là, je veux pas être trop radical, mais c'est leur travail dans la vie aux bibliothécaires de faire ça. Il y a des enseignants, enseignantes là, qui vont à la bibliothèque municipale une fois par semaine. Ben, c'est un moment extraordinaire de travailler avec la communauté pour dire hey, pour la prochaine visite, pourriez-vous nous sortir une vingtaine de livres qui pourraient plaire à mon groupe d'élèves de 8-9 ans, gars et filles? Les impliquer. Souvent, les profs sont pris dans leur silo, puis sont débordés, puis ont de la misère un peu à tendre la main vers ce genre de solution-là, mais ça coûte rien. Puis des fois, je termine avec ça, les bibliothèques, des fois, vont ben, pas des fois, toujours, vont créer des trousses de livres sur mesure pour les profs. Les profs peuvent aller les chercher. C'est des gros sacs de 20, 30, 40 livres qu'ils peuvent amener en classe. Donc, si vous n'êtes pas en mesure d'aller à la bibliothèque peut aller à vous. Ça fait partie des services qu'ils offrent. Sûr. La quatrième, ça, on est beaucoup dans la formation des enseignants, on en parle là. Formation des enseignants, la différenciation selon le genre. Je trouve cette mesure-là, quand on l'a dit comme ça, un peu tabou, hein? Différenciation par rapport au genre. Il y en a une qui nous saute dans la figure tout de suite. Si vous êtes futur enseignant en primaire, les jeunes en difficulté d'adaptation d'apprentissage, genre deux gars pour une fille, ça en a une différenciation Qui est réel. qui est au niveau des difficultés. Donc, ce qu'on doit tenir compte, c'est que moi, j'arrive dans la profession, j'ai un écart de diplomation entre les gars et les filles, il faut que je me préoccupe de l'apprentissage des garçons. Mais si j'applique ce qu'on sait comme tel au niveau, je viens de mentionner au niveau des intérêts, il faut que ça fasse partie de ma formation d'avoir cette différenciation-là. Mais dans mon enseignement, je dois tenir compte qu'il existe des différences. Et dans la mesure où, comme tel, je colle les intérêts des garçons, et dans la mesure où j'ai plus d'hommes, c'est une autre mesure, où j'ai plus d'hommes Ouais. comme tel qui s'intéressent à la carrière d'enseignement, naturellement, les choses vont se balancer. En clair, dans une école primaire de 25 enseignants, si j'ai 10 gars, 15 femmes, naturellement, ce que tu viens de mentionner sur les bibliothèques, ce qu'on vient de mentionner, c'est cours de récréation, sur le fait de bouger, Ouais. naturellement, les choses vont se replacer. Mais présentement, c'est un métier qui est essentiellement féminin. Les femmes font un excellent travail en enseignement, mais je manque carrément d'une présence masculine, même au niveau de la pédagogie fine, là. Mais parlons-en de ça. Comment on fait, Égide, pour faire en sorte qu'il y ait plus d'hommes en éducation dans nos écoles primaires et secondaires?
C'est pas une question d'argent, c'est une question carrément d'agir activement, c'est le cas de le dire, pour aller chercher pour aller recruter des gens des gars qui pourraient s'intéresser à l'éducation. Il y a une université américaine, s'il y a quelque chose de plus compliqué que d'attirer des hommes en éducation, dans le sud des États-Unis, entre autres, c'est d'attirer des hommes noirs ou des Hmm. étudiants noirs à devenir enseignants. Et eux autres ont développé un modèle où déjà, c'est comme les Canadiens de Montréal qui vont faire du recrutement, du repêchage, là. On va avoir des gars de troisième, quatrième, cinquième secondaire. Tu as déjà pensé de devenir enseignant, tu as un bon dossier scolaire, etc. Si tu as le goût, nous autres, on assure une forme de mentorat au niveau du collégial, puis mentorat même au niveau de la formation universitaire. Et on peut mettre des programmes de bourse, on peut mettre des programmes de discrimination positive. Ça, c'est selon. Mais c'est le principe d'aller recruter des gens en troisième, quatrième Ouais. secondaire. As-tu déjà pensé de devenir enseignant? Et que ce soit des hommes comme tels qui sont dans le métier qui fassent cette démarche-là. Et ça a fonctionné dans l'exemple que je te donnais là, de recrutement d'enseignants noirs pour travailler dans des milieux, pour rejoindre davantage d'ailleurs ce sous-groupe-là qui a beaucoup plus de difficultés à réussir à l'école. C'est intéressant parce que ça force aussi un petit peu, je pense, c'est une forme de dépistage basé sur certains critères. Qu'est-ce qu'un bon enseignant ou quelle attitude ou comportement on attend d'un bon enseignant, par exemple, qu'on peut retrouver chez un jeune de 14, 15, 16 ans, une forme de leadership, une aisance à parler devant un groupe ou je sais pas quoi. Ben ça, les profs là, sont capables de cibler ça. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que beaucoup de jeunes à cet âge-là ne savent pas du tout où ils veulent aller, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Avec raison, je veux dire, le nombre de possibilités est tellement grand, mais de se le faire dire, hey, as-tu pensé à l'enseignement? Je vois chez toi tel élément qui cadre avec ta personnalité et tes compétences. Ça peut être life-changing pour ces jeunes-là. Carlo, on manque d'enseignants au Québec. On a un bassin de gars, parce qu'on parle de masculinité toxique, etc., mais on a une masculinité restrictive. C'est comme si les gars s'empêchaient de penser au métier d'enseignant, c'est plus une affaire de femmes, alors Ouais. que c'est pas ça nécessairement. Et dans ce cadre-là, et l'idée, je pense, entre autres, au cégep Bois de Boulogne, qui, entre autres, un des cégeps, il y a un programme qui s'appelle Éducation. Et dans ce cadre-là, tu peux déjà avoir des cours qui vont être crédités si tu vas à l'université en éducation. Et tu vas avoir un profil éducation dans le choix de tes cours, avec une possibilité aussi de mini-stage. Donc, tu es même capable de voir si tu es vraiment fait pour le métier. Mais il y a un bassin inexploité présentement dans un contexte où on manque d'enseignants. C'est l'idée de recruter ou d'aller voir chez des jeunes vers le milieu du secondaire, fin de secondaire, pour être Ouais. intéressés, puis fournir des modèles d'accompagnement. Parfait. Sixième idée, qui est un peu en lien avec le choix de carrière aussi, c'est la valorisation des parcours professionnels traditionnellement masculins. Euh, Mhm. les valoriser à l'école. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Puis comment ça pourrait s'appliquer concrètement? L'idée, c'est que c'est pas un, il faut pas que ça devienne un pis-aller. J'ai de la difficulté à l'école, je Ah, suis un gars, donc je vais m'en aller vers le secteur professionnel. Non, non. De par comment je me connais moi, je ne me vois pas travailler dans un modèle de bureau. Je me vois dans un bureau, me travailler comme enseignant, mais je me verrais très bien être capable de monteur de ligne et mm, contribuer au développement du réseau électrique du Québec. Ça, c'est un choix. C'est pas un pis-aller. Parce que tu as du trouble en français, il faut que tu ailles en formation professionnelle. ouais. Ça, c'est pas une des choses. Ça nous a joué de très mauvais tours, ça, depuis plusieurs années. C'est comme si c'était un pis-aller. Au Ben, contraire. il y a une stat qui le prouve. Je pense que c'est le 2 tiers des élèves en formation professionnelle ou formation générale des adultes ont été classés comme ayant des difficultés ou des troubles d'apprentissage au primaire ou au secondaire. Comme tu dis, c'est Oui, ça. un chemin, on dit, ah, tu as de la misère à l'école, va là. Ça devrait pas être comme ça. Non, 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 écoute. Fait que regarde, je regarde dans la région de Québec, si tu prends la Gaspésie, tu as un pilote comme tel, t'as un pilote du Saint-Laurent qui vient jaser dans une école secondaire du métier qu'il fait. Écoute, il se trouve à guider des bateaux énormes pour être capable d'éviter, en tout cas, les bas-fonds, etc. C'est de la formation professionnelle. Ouais. Mais moi, je suis venu en témoigner comme pilote du Saint-Laurent en disant, si jamais ça vous intéresse, là, je suis disponible pour vous en parler à un moment donné. Tu as troisième, quatrième secondaire, tu te dis, ben là, est-ce que je fais à cette école-là, l'Institut maritime autrement? Mais ça, c'est l'idée que c'est un choix, c'est pas un pis-aller. Tu vas Ouais. pas là parce que tu es en Et difficulté. la bonne nouvelle dans tout ça, je l'ai nommé dans un épisode, un des premiers épisodes, c'est qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ce qu'on semble observer, c'est l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup plus facilement les emplois col blanc que les emplois col bleu. Donc, ces métiers traditionnellement moins bien rémunérés pourraient être ceux qui sont les plus protégés de l'intelligence artificielle. C'est pas l'intelligence artificielle qui va venir réparer les tuyaux chez vous ou qui va justement poser un pylône d'Hydro-Québec. J'ai des exemples comme ça, mais c'est des métiers qui sont
qui ont un avenir très positif devant eux. Donc, ce qui fait qu'on pourrait l'ajouter dans notre top 10, Vas-y. la qualité de l'orientation professionnelle contemporaine, parce que l'intelligence artificielle est en train de modifier beaucoup de choses, Ouais. mais améliorer la qualité des services d'orientation professionnelle qu'on offre à nos gars et à nos filles, mais particulièrement à nos gars. Parfait. Implication renforcée des pères et figures masculines à la maison. On en a parlé un petit peu à l'autre épisode, puis moi, c'est un de mes chevaux de bataille, un de mes chevaux de bataille. Cette nécessité-là d'outiller les parents, cette nécessité-là pour les pères, dans ce cas-ci, de comprendre le rôle important qu'ils ont, qui n'est pas seulement d'aller jouer à la balle avec leurs garçons, mais qui est de parler, entre autres, positivement d'éducation, de les inciter à lire, parce que la lecture, c'est fondamental, d'avoir un langage positif par rapport à l'école, même si peut-être que eux, leur chemin scolaire a été difficile, laborieux et semé d'échecs. Oui, on doit renforcer cette question-là. Probablement que plus nos gars vont réussir à l'école, devenus pères, ils vont vouloir exactement la même chose pour leurs gars. Et de toute façon, rappelons-nous que la très grande majorité des gars réussissent à l'école. Et C'est vrai? très grande majorité des gars ont des modèles masculins. C'est sûr que moi, je travaille en adaptation scolaire, donc ça fait 50 ans que je m'occupe principalement de jeunes qui ont des difficultés. La majorité vont bien. Mais ce qu'il faut, c'est en mesure, et dans certains cas, on va avoir jouer un rôle de substitut. Moi, Ouais. gars enseignant en 5e année primaire, il n'y a que petits gars dans la classe, je vais être un modèle substitut. Là. Entre autres, modèle masculin substitut par rapport à une situation d'apprentissage. J'ai Hmm. certaines communautés, certains groupes, certains milieux où j'ai peut-être un tiers des familles où il n'y a pas d'homme à la maison. Là. Donc, écoute, le mouvement des grands frères, là, il y a une Ouais. valeur ajoutée à ça. Dans ce cadre-là, c'est un peu dans cet esprit-là qu'il faut continuer à maintenir. Dans certains cas, le modèle est négatif. Dans certains cas, le modèle n'est pas là du tout. Là. Puis le comité de parents, le comité de papa, là, créé au CE avec un acteur de l'école, ben, peut créer des ateliers père-enfant, des ateliers hommes, enfants, garçons, jouer à des jeux de société un soir par mois à l'école. C'est banal, mais ça a un impact. Quand le comité de papa se penche sur l'organisation de la cour de récréation, je te dis tout de suite, il y a des choses qui changent. Ça OK. existe. On parlait de la lecture. À quel point c'est important, Égide, de suivre de façon précoce et individuelle les garçons à risque? Oui, c'est que comme tous les enfants à risque. La première chose qui est importante, c'est qu'au niveau de l'intervention, au niveau de l'intervention pour tout le monde, enseignement du nom et du son des lettres dès la maternelle 4 ans, 5 ans, lire aux enfants en maternelle, etc. Et par la suite, en première année, on approche de Noël. Là. Dans 2 mois, on va être rendu à Noël. Normalement, toutes les directions d'école doivent avoir un petit écran. Ils ont tous des portables. Regarde sur le portable, il devrait avoir une indication comment se débrouillent mes lecteurs débutants en première année. Et essentiellement, le gros du groupe est parti, ça va bien, mais j'ai un petit noyau de jeunes qui éprouvent certaines difficultés en lecture. Et dans mon noyau de jeunes qui éprouvent des difficultés en lecture, j'ai probablement, c'est 2 gars pour une fille, c'est pas 3 gars pour une fille. Donc, dans ce contexte-là, j'attends pas la fin de la 2e année ou du premier cycle du primaire pour intervenir. Ça prend déjà des situations, des interventions intéressantes qui touchent les centres d'intérêt, entre autres des gars, mais ça implique déjà de penser qu'on va faire de quoi durant l'été aussi, en ce qui concerne le maintien du muscle de la lecture, une poursuite comme telle, là, parce qu'on a déjà parlé de l'ISAD de l'été, Ouais. les garçons sont particulièrement touchés par ça. Mais là, cette notion de tableau de bord-là, où, par exemple, une direction d'école pourrait évaluer le niveau de compétence ou des élèves à risque ou le niveau de compétence en lecture des jeunes garçons, est-ce que ça existe déjà ou c'est plus comme un idéal qui est très difficile à mettre Dans, en place dans le système dans actuel? toutes les écoles, dans toutes les écoles primaires où j'ai travaillé, j'en avais 6 là, dans lesquelles je suis intervenu pendant une dizaine d'années, après avoir fait autre chose. Là. Et moi, je pose la question à l'orthopédagogue de mon école. Julie, est-ce que des jeunes qui t'inquiètent en lecture présentement? Je pose la question à mes 2 enseignantes, mes 3 enseignantes de première année. C'est des jeunes métiers. Y a-tu des jeunes qui, en termes du développement de la lecture, t'inquiètent présentement? Donc, je l'aurais déjà mon portrait. Là. Oui, Je c'est suis vrai. pas nécessaire d'avoir un système informatique terrible. Écoute, la fille qui enseigne depuis 15 ans en première année, tu poses la question, y a-tu quelqu'un qui t'inquiète présentement au niveau de l'apprentissage de la lecture? On va te le dire. Ouais. Et l'ortho Puis, aussi. et si jamais il y a trop d'élèves qui ont des grands défis, ben, ça peut vouloir dire les approches ne sont pas à la hauteur, il faut mieux cibler, mais peut-être aussi que l'enseignant, l'enseignante a besoin d'un coup de pouce. Parce que c'est un C'est métier enseignant, d'enseigner, besoin je le d'un dis coup à de chaque épisode, mais c'est une compétence qui s'acquiert, c'est un métier, puis il y en a des gens non légalement qualifiés qui n'ont peut-être pas toutes les ressources pour enseigner la lecture à des petits gars et à des petites filles de 4, 5, 6, 7 ans. Là.
Je travaille en milieu défavorisé. J'ai 2, 3 gars qui, à un moment donné, ont un vocabulaire pauvre. Ça aide pas, ça, pour apprendre à lire. Vocabulaire pauvre, j'ai un peu de retard de développement dedans. J'ai pas d'homme, j'ai pas de papa. Il n'y a personne qui fait la lecture le soir, là, sur le coin, avant de se coucher là, au lit, là. Ouais. Donc là, ça peut impliquer que j'ai certaines formes d'enrichissement en lecture que je vais développer dans mon école, dans ma classe, mais là, ça implique que j'ai besoin d'aide comme enseignant. L'autre élément, ça implique que je vais faire, je te le dis, de faire de quoi durant l'été. Je ne veux pas arrêter pendant 2 mois. Dire, bon, là, on recommencera à lire en septembre. Il faut qu'il se passe Ouais, de quoi. absolument. La dernière mesure que moi je veux amener, puis je pense que tu en as une autre après, c'est développer une culture scolaire qui valorise l'effort, la curiosité, réussir à apprendre plutôt que la note parfaite. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans la philosophie. À quel point c'est important de sortir un peu du bulletin, puis d'être dans la valorisation de l'effort, puis dans l'essai-erreur, qui correspond peut-être un peu plus aux façons de faire des garçons. Je valorise l'effort, puis je valorise le risque. Ah, le En gros, risque. le risque, dans le sens positif, tu tiens, tu, Oui, oui. tu l'as essayé, tu as pris l'initiative, tu l'as essayé, c'est beau. Je valorise l'effort plus que le résultat. Et ça, c'est une donnée de base au niveau comme tel là, de l'apprentissage et de la pédagogie. L'autre élément, la question du risque, c'est dans le sens où, comment je dirais ça? Il y a quelque chose de spontané en disant, je vais prendre tel type de comportement, c'est moins calculé, mais je vais l'essayer quand même. C'est le principe que prends la plus grosse côte là, qui peut exister chez vous, puis tu en as 10, tu as 10 jeunes qui descendent en planche à roulettes dans une très grosse côte. Vas-tu vraiment avoir 5 filles, 5 gars? Mais non. Tu vas avoir plus de gars qui vont prendre des risques de cette nature-là. Donc, l'idée du risque, mais surtout, c'est l'idée de, par rapport à ton commentaire, de valoriser d'abord l'effort. C'est beau, mon grand, tu as essayé. J'ai bon espoir que la prochaine fois, ça fonctionne mieux, puis je vais te dire un peu comment est-ce que je pourrais t'aider là-dessus. Il y a quelque chose là-dedans qui rentre en ligne de compte, là, qui tient compte, toujours comme grand groupe, davantage de ce qu'on observe chez les garçons que chez les filles. Est-ce que c'est compatible avec un système de bulletins à 3 étapes, puis des notes, puis des examens? Tu sais, si la première étape se termine mi-novembre, bien, mi-novembre, ça veut dire qu'il faut que tu aies fait des examens avec des notes. Fait que dès la première, deuxième, troisième année, est-ce que c'est vraiment compatible avec le fait de dire bravo pour les efforts, mais tu as 48? Il me semble que c'est pas compatible. Ouais, le bulletin est essentiellement, en tout cas, les bulletins en cours d'année, c'est essentiellement un moyen de communication avec les parents où en est rendu votre enfant au niveau de ses apprentissages. Donc, on Ouais. peut le prendre dans cette figure-là. À la fin, j'ai des tests du ministère, des épreuves ministérielles, des choses comme ça. Là, c'est pour voir dans quelle mesure j'ai atteint les objectifs des programmes d'études. Ça va. Mais je mettrai la pédale douce sur l'évaluation. Et surtout, entre les bulletins, ce que je viens de décrire un peu là, en disant là, susciter l'effort, encourager même la prise de risque d'une certaine manière. Ouais. Le jeune, il a envie de faire, t'es en 5e année, il a envie de faire tel type d'activité. Je vais interviewer des gens pour mon travail. Il prend des risques convertiment à un autre qui va aller chercher 2, 3 références dans un livre. Là. Et dans ce cadre-là, au moins entre les bulletins, et l'autre élément, c'est de revoir le bulletin comme étant un moyen de communication. Et, Ben, ça, je veux dire, les notes sont un mauvais moyen de communication. ben oui, Le c'est ça. parent qui reçoit un 78 ou un 69 ou un 83, c'est quoi la différence? On la comprend pas, là. C'est un mauvais outil de communication, le bulletin. La question qu'un parent se pose en recevant le bulletin, là, ça devrait donner une réponse. Est-ce que mon jeune de 7 ans en compréhension de lecture, a un niveau de lecture comme la moyenne des jeunes de 7 ans au Québec? Allons-y avec la dernière mesure, celle dont tu m'as parlé au tout début, avant qu'on débute l'enregistrement, des moments spécifiques pour les garçons à l'école. Qu'est-ce que tu veux dire? On a eu un grand débat, puis les méta-analyses sont assez claires. C'est un grand débat en disant est-ce qu'on doit venir aux écoles de gars, Ben oui. eux aux écoles de filles? Là, les méta-analyses sont assez claires là-dessus. Il n'y a pas de valeur ajoutée, juste uniquement de faire une école où il y a uniquement des gars, uniquement des filles. Il y a OK. une valeur ajoutée néanmoins à des moments, je pense entre autres au début de l'adolescence, à des moments où on se retrouve entre filles, puis à des moments où on se retrouve entre gars. Ça peut être dans le parascolaire, ça peut être dans les activités sportives ou autres, là. Mais écoute, je parle rarement de ma grande famille. Mais je vais donner un exemple. Je pense que je vais avoir une demi-douzaine de mes petites filles qui font du cheerleading. OK. Ils se retrouvent entre filles. Ils vont à des compétitions un peu partout, à Ottawa, aux États-Unis, des choses du genre. Il y a quelque chose, là, quand tu as 12, 13, 14, 15 ans, de te retrouver entre filles. Ouais. Ça n'exclut pas d'avoir l'ensemble de ces activités d'apprentissage gars-filles, mais il y a quelque chose qui se partage là, à ce moment-là. C'est la même chose pour les gars. Je vais avoir des équipes de
pas une équipe de football, là, le fait de se retrouver entre gars a une valeur ajoutée au niveau du développement de son identité comme gars, de collaboration, etc. Donc, dans ce cadre-là, pourquoi je te soulignais ça, c'est que naturellement, à la passe-temps, ça se fait. Pas tant aller vers des écoles uniquement de gars ou de filles, ce qu'on a pratiquement abandonné partout au Québec, mais aller davantage sur des moments privilégiés où on se retrouve avec des gens là, entre gars et entre filles. C'est intéressant. Puis en classe, ça se fait aussi des activités ici et là où on sépare la classe en deux, puis on peut penser que c'est 50-50 gars-filles là, dans les classes la majeure partie du temps. Bien, on fait une activité seulement avec nos petits garçons, une autre avec nos petites filles. Ça peut se faire aussi en scolaire, avec probablement un intérêt intéressant d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue changer le rythme un peu là, de l'ambiance de la classe, briser des moules qui s'établissent, puis rebâtir une classe avec une vie sociale qui est bonifiée. J'en aurais une dernière. Vas-y, en bonus. 26e ministre de l'Éducation, les 10 derniers, j'ai essayé de les convaincre, même pas de changer la loi, de dire ouvertement que nous souhaitons au Québec que tous nos jeunes soient en apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans ou l'obtention d'un des diplômes du secondaire. Je continue. Et parce qu'en Ontario, puis au Nouveau-Brunswick, ça fait une différence. Là, dans le sens que. Alors qu'au Québec, c'est 16 ans. Hein? C'est 16 ans. Même 16 ans, tout en bas, puis j'ai mis 17 ans. Là. Mais même à la limite, j'ai 17 ans, mais moi, à 17 ans, je veux reprendre la ferme familiale. L'idée de continuer quand même à suivre mes cours pour compléter mon secondaire, 1 ou 2 cours par année ou 3 cours par année. Et l'alternance école-travail, mais c'est l'idée d'être en mesure au moins de dire je suis en apprentissage, au secondaire, par exemple, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ça, il n'y a jamais un ministre qui a réussi à le dire. Là. On a pensé de modifier la loi. Il y a où ce blocage-là qui m'apparaît qui ne changerait pas grand-chose à la situation actuelle, qui favoriserait les élèves un peu plus longtemps dans le système, au moins en formation professionnelle, formation des adultes, peut-être même jusqu'au collégial? C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a une image qu'on traîne depuis longtemps au Québec en disant « Pauvre petit, ça fait tellement longtemps qu'il souffre à l'école, pourquoi le faire souffrir 2 ans de plus? » Ça, je l'ai entendu textuellement. Ah, oui. J'ai même eu des réactions syndicales à un moment donné en disant des jeunes totalement motivés, là, démotivés, là, à 16-17 ans, on n'en veut pas dans notre classe, on en a déjà beaucoup. Ça c'était pas mal aussi. Bravo. Et on se retrouve aussi dans une situation en disant mais c'est une obligation de. Mais c'est fascinant. J'organisais avec le Conseil supérieur d'éducation il y a 2-3 ans. Je fais venir 3 directions d'école d'Ontario. On leur posait la question avez-vous beaucoup de décrochage dans vos écoles? Les directions se regardaient. Parce que lorsqu'un jeune veut quitter l'école, on va lui poser la question à 16 ans ou à 17 ans qu'est-ce qu'on peut faire pour te soutenir et t'aider à continuer tes apprentissages pour obtenir ton diplôme d'études secondaires dans l'Ontario? Et souvent, c'est de l'alternance école-travail, là-dedans, toutes sortes de choses. Mais on pose la question aux jeunes. Ben oui. Ben, l'obligation, la loi, crée un blocage. Et le blocage, il est positif. On ne veut pas que le jeune quitte le réseau scolaire. Donc, ça devient plus difficile à briser. Puis c'est une bonne chose parce que, je le répète, on préfère que le jeune reste dans le réseau scolaire, quitte à ce que ce soit à temps partiel, que de l'envoyer travailler dans une job au salaire minimum aujourd'hui qui n'existera peut-être plus dans 3 ans. Tu n'as pas le droit d'acheter de tabac avant 18 ans, tu n'as pas le droit d'acheter de bière avant 18 ans, tu n'as pas le droit d'acheter de gratteux avant 18 ans, mais tu peux quitter l'école au printemps de tes 15 ans, sachant que tu vas avoir 16 ans à l'été. Il n'y a rien qui va se passer. Et Gilles Royer, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Cette semaine à l'école. Merci à Gilles Royer pour le top 10 qu'on a fait ensemble sur la réussite des garçons. Ce que je retiens, en fait, c'est que des solutions existent. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'avoir une volonté concrète, de vouloir attaquer de front cet enjeu-là. Puis je pense qu'on est capable de le régler. Si vous aimez ça, le balado Cette semaine à l'école, si vous aimez le ton, si vous aimez l'ambition qu'on a pour l'éducation, bien abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à notre chaîne YouTube, Spotify ou Apple Podcast et partagez dans votre entourage aussi l'existence du balado. Ça fait une différence pour nous, puis je pense que ça fait une différence aussi pour les gens qui nous écoutent parce qu'on arrive avec un pragmatisme ambitieux qui fait du bien. Prenez soin de vous. On se revoit à chaque mercredi matin, comme vous le savez, pour un nouvel épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine.